Tard, un mardi soir, mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère, Émilie. Je l'ai ouvert. Nous avons vendu le terrain. Les serrures du garage ont été changées. Tu n'as plus ta place. On verra bien comment tu vas survivre maintenant. Ah ah. Je l'ai relu 2 fois. Les mots étaient déjà comme une gifle. Mais ce ah ah, c'était un coup de couteau. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un tour d'honneur d'un vainqueur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. La colère qui montait en moi n'était pas brûlante, elle était froide, claire. Il pensait m'avoir enfin mise dehors. Il pensait avoir gagné. Moi, j'ai simplement souri. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de libérer. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je n'ai pas appelé ma mère pour lui crier dessus. Je suis restée assise dans le silence de mon appartement, sentant un sourire froid et calme s'étirer sur mon visage. Ce n'était pas de la détresse. C'était un calcul. Ils pensaient m'avoir enfermée hors du garage. Mais ils avaient oublié que toutes les clés du business étaient entre mes mains. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait dans l'obscurité. Je me suis connectée au portail des fournisseurs du plus grand distributeur de pièces automobiles de Clermont. Mon nom, Olivia, figurait sur le compte. Ma carte de crédit personnel était rattachée au compte, garantissant chaque achat. J'ai vu la commande que mon père Jacques avait sûrement passée ce matin-là. Un lot de 12 nouvelles boîtes de vitesse, livraison prévue pour le lendemain. J'ai cliqué sur Annuler. Puis je suis allée sur le site de location d'équipement. Le tout nouvel appareil de diagnostic haut de gamme dont ils étaient si fiers. Le contrat de location était à mon nom. Avec mon crédit. Et ma garantie. Annulé. Commande permanente de 2 douzaines de pneus chez le grossiste Bon Roulement. Annulé. À minuit 3, seulement quelques minutes après qu'ils eurent proclamé leur victoire, j'avais méthodiquement gelé toute leur chaîne d'approvisionnement. Au matin, le garage, en tant qu'entreprise, serait mort. Sans moi, ils ne pourraient même pas commander une clé à molette. Pour comprendre pourquoi j'avais un tel pouvoir, il faut comprendre ma famille. Pour comprendre pourquoi je ne ressentais pas la moindre culpabilité, il faut comprendre les 10 dernières années. Je m'appelle Olivia. J'ai 29 ans. Et je suis mécanicienne. Une très bonne mécanicienne. Ma famille possède, ou plutôt possédait, un garage automobile à Clermont. C'était l'héritage de mon grand-père. Mais depuis 10 ans, c'était mon fardeau. Mon père, Jacques, est une façade charmante. Il adore serrer des mains et raconter des histoires. Mais il ne fait pas la différence entre une clé ordinaire et une clé dynamométrique. Ma mère, Émilie, ne se soucie que des apparences, du statut social que lui donnait l'idée de posséder un garage. Et puis il y a ma sœur, Charlotte. Charlotte a 24 ans. C'est l'enfant doré. Ma mère vit littéralement à travers elle. Charlotte est belle, charismatique, et elle n'a jamais mis les pieds dans le garage. Je suis allergique à l'huile moteur, disait-elle toujours. Allergique au travail, pensais-je. Moi, j'étais la responsable. C'est le mot qu'ils utilisaient pour moi. Responsable. Ça ressemble à un compliment. Mais dans ma famille, c'était une condamnation à perpétuité. Pendant que Charlotte obtenait une école de commerce entièrement payée et de l'argent pour ses tenues de réunion professionnelles, moi j'étais au garage. À 15 ans, je balayais les sols. À 19 ans, je démontais déjà des moteurs. À 22 ans, je n'étais plus seulement la mécanicienne principale. J'étais la comptable. La responsable des achats. Le lien avec les fournisseurs. J'étais la seule chose qui empêchait l'entreprise de faire faillite. Le garage ne coulait pas seulement. C'était un trou noir financier. Et j'étais la seule à y verser quelque chose. Pas seulement mon temps. Mais aussi mon argent. 170 000 €. Je connais le chiffre exact parce que, en tant que comptable, je tiens des registres méticuleux. Tout a commencé il y a 5 ans, quand la banque s'apprêtait à exiger le remboursement anticipé du prêt de mon père. 90 000 €. J'ai pris un crédit à mon nom, en utilisant mon excellent historique bancaire, pour couvrir sa dette. Je me suis dit que c'était un investissement dans l'héritage familial. Puis, il y a 3 ans, les anciens ponts hydrauliques ont été déclarés inutilisables. Mon père voulait fermer. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai vidé mes économies, 45 000 €, pour acheter 2 nouveaux ponts élévateurs et un appareil de diagnostic moderne. Le garage ne pouvait pas fonctionner sans eux. Et le pire, ce qui me donne encore la nausée quand j'y pense. 35 000 € au cours des 2 dernières années, simplement pour couvrir les salaires. De petits apports. Quelques milliers ici. Quelques milliers là.
Juste pour que mon père n'ait pas à regarder ses employés dans les yeux et leur dire que leur chèque ne serait pas payé. Les gens me demandent souvent. Olivia, pourquoi? Pourquoi continuer à investir dans une cause perdue? Pourquoi ne pas être simplement partie? De l'extérieur, c'est facile à voir. Mais quand on est à l'intérieur, on est pris dans ce que j'appelle la chaîne invisible du survivant. Vous voyez, quand on grandit dans un environnement où votre valeur dépend de votre utilité, on apprend que être responsable est le seul moyen de mériter un peu d'amour. Vous n'êtes plus une personne. Vous êtes un pilier. Et vous avez peur que si vous bougez, si vous cessez de tout soutenir, toute la structure s'effondre, et que ce soit votre faute. C'est une prison sans barreaux. Une forme d'impuissance apprise. On s'habitue tellement à la dynamique qu'on cesse de voir la porte. On continue simplement à porter le poids, en croyant qu'un jour notre sacrifice sera reconnu. On croit que si l'on est assez bonne, assez forte, assez utile, un jour ils nous verront enfin. Mais ils ne voient rien. Parce qu'eux aussi sont prisonniers de leur propre piège, celui de la cruauté normalisée. Dans leur esprit, ils n'étaient pas cruels. Ils jouaient simplement les rôles que nous avions tous acceptés. Mon père, Jacques, le patriarche. Ma mère, Émilie, la gestionnaire sociale. Ma sœur, Charlotte, l'enfant doré. Celle qui devait réussir. Celle à qui la meilleure vie était destinée. Moi, j'étais la responsable. Quand ils prenaient mon argent, pour eux ce n'était pas du vol. C'était presque un droit. C'était simplement Olivia qui se comportait comme Olivia. La fille responsable qui remplissait son devoir. Ils avaient normalisé l'idée que ma mission était de financer les rêves de Charlotte. Pendant que je vidais mes économies pour payer un nouveau pont élévateur, Charlotte publiait des photos de son voyage de fin d'études en Europe. Un voyage que ma mère racontait fièrement à tout le monde, payé par le garage. Ils n'étaient pas méchants comme dans les films. Ils étaient quelque chose de bien plus courant. Et bien plus terrifiant. Des gens qui avaient justifié leur propre cruauté si longtemps qu'ils avaient oublié que c'était de la cruauté. À 7 heures du matin, mon téléphone a commencé à exploser. D'abord un message vocal furieux de mon père, Jacques. Il ne posait pas de questions. Il criait. « Olivia, qu'est-ce que tu as fait? Tous nos fournisseurs annulent les commandes. Le garage est paralysé. Tu as tout fichu en l'air. Tu dois réparer ça immédiatement. » Quelques secondes plus tard, un message de ma sœur Charlotte. « Tu réagis beaucoup trop fort. » Maman était simplement contrariée. « Tu sais bien comment elle est. Tu dois rappeler le distributeur de pièces. » C'est très embarrassant pour moi. Embarrassant pour elle, évidemment. Et puis est venu le grand final. Ma mère, Émilie, a publié un message public sur Facebook. C'est tellement triste quand les enfants oublient qui les a élevés. Nous leur avons tout donné, et ils essaient de détruire la famille pour un simple désaccord. J'ai lu chaque message. J'ai écouté chaque vocal. Et dans toute cette tempête de panique et d'accusations, personne n'a demandé pourquoi. Personne n'a dit « Tu vas bien ?» ou « Peut-être qu'on est allé trop loin ?» Ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait. Ils étaient simplement furieux que je ferme enfin l'accès à leur banque. Leur absence totale de remords fut la dernière pièce du puzzle. Ce AA, c'était l'autorisation finale dont j'avais besoin. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai laissé leur panique se noyer dans le silence. Je me suis préparé une tasse de café, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai passé un autre appel. Amélie, salut. C'est Olivia. Amélie était mon ancienne voisine de chambre à l'université. Nous avions survécu ensemble aux nuits blanches de révision et à la mauvaise nourriture de la cantine. Aujourd'hui, elle était associée dans l'un des cabinets d'avocats les plus réputés de Clermont. Liv? Ça fait combien d'années? Tout va bien? J'ai pris une grande inspiration. Pas vraiment. J'ai besoin d'un avocat. Je lui ai tout raconté. 10 ans de travail non payé. Ma sœur, l'enfant doré. Le message avec le AA. Puis je lui ai donné les chiffres. 90 000 € de crédit. 45 000 € pour l'équipement. 35 000 € pour les salaires. 170 000 € au total. De l'autre côté du téléphone, un long silence lourd s'est installé. Quand Amélie a finalement parlé, sa voix était glaciale. Liv, ils ne t'ont pas simplement mise dehors. Ce que tu décris est un cas classique d'enrichissement injustifié et d'abus de confiance. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils ont fait. Elle a marqué une pause. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'être avocate. Dis-moi ce que tu veux, Liv. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux ce qu'on me doit, ai-je répondu. Parfait, dit-elle calmement. Parce que nous allons l'obtenir.
Amélie était implacable. Elle n'a pas perdu une minute. Ce même matin, elle a rédigé une notification officielle, une lettre de mise en demeure. Ce n'était pas un simple email. Un courrier juridique a été livré par un messager directement à la maison de mes parents, le jour même, probablement au moment où ils s'installaient à table, se demandant pourquoi je continuais d'ignorer leurs appels. Les conditions étaient simples. Ils avaient 30 jours. Option 1. Mettre en place un plan de remboursement légalement contraignant pour les 170 000 € que j'avais investis. Option 2. Me transférer immédiatement 50% du produit de la vente du terrain. S'ils ignoraient la demande, une plainte serait déposée immédiatement pour enrichissement injustifié, pour la totalité de la somme, plus intérêts et frais de justice. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une bataille juridique. Et je venais d'arriver à un duel au couteau avec un char d'assaut. 2 jours plus tard, Amélie m'a rappelé. Je pensais recevoir des nouvelles de la lettre, peut-être une contre-attaque furieuse de mon père. Mais ce que j'ai entendu était une bombe. « Liv, tu es assise ?» Sa voix était différente. La froide assurance d'une avocate était toujours là. Mais elle était mêlée à une colère glaciale que je ne lui avais jamais entendue. Maintenant oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enquêté sur la vente du terrain, dit-elle. L'entreprise qui a acheté la parcelle, j'ai vérifié les registres. Le directeur général de cette société, celui qui a signé l'acte de vente. Qui est-ce? Il s'appelle Henri. Ce nom te dit quelque chose? J'ai réfléchi une seconde. Puis la réalisation m'a frappé. Attends, oui. Henri. Le nom de famille du fiancé de Charlotte. Amélie a continué, d'une voix parfaitement calme. Henri. Le futur beau-père de Charlotte. Le sang s'est glacé dans mes veines. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Ce n'était pas une simple vente. C'était un arrangement. Il ne vendait pas le terrain seulement pour Charlotte. Il le vendait à la famille de Charlotte. Une transaction de dot moderne. Un accord financier pour assurer son mariage et leur ascension sociale. Mon travail. Mon argent. Ma vie. Tout avait été liquidé pour acheter l'avenir de ma sœur. Le calcul derrière tout ça, la froideur du plan, était vertigineux. Amélie. Murmurai-je. C'est monstrueux. Prépare-toi, dit-elle en baissant la voix. Ce n'est même pas la pire partie. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Le crédit bancaire de 90 000 €, répondit-elle. Celui que tu rembourses consciencieusement depuis 5 ans. Celui par lequel tout a commencé. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qu'il y a avec ce prêt? J'avais un mauvais pressentiment. J'ai demandé à la banque la demande de crédit originale, dit-elle. Je l'ai reçue il y a 1 heure. Je me suis figée. Et j'ai attendu. Le silence dans le téléphone était lourd, presque étouffant. Olivia, dit Amélie, et je l'entendis faire glisser des feuilles de papier. Tu m'as dit que ton père t'avait demandé de l'aider avec ses remboursements. Que tu avais contracté un prêt séparé pour couvrir ses paiements. Oui, répondis-je. Il ne pouvait pas payer, ajoutai-je. Non, répondit Amélie. Il ne pouvait pas se permettre de ne pas payer. Je fronçai les sourcils. Parce qu'il avait un garant personnel. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y eut un bref silence. Puis elle dit calmement. Olivia, ton père a falsifié ta signature. Je cessai de respirer. Ton nom figure sur le contrat de crédit original comme caution personnelle. Il a signé à ta place. Mon esprit se vida. Voilà pourquoi il est venu te demander de l'argent, continua Amélie. Il ne demandait pas de l'aide. Il couvrait ses traces. Si ce crédit avait fait défaut, Liv, la banque ne serait pas venue seulement pour le garage. Il serait venu pour toi. Pour ton appartement. Pour tes économies. Pour tout. Ce fut comme un coup fatal. Ce n'était pas seulement de la cupidité. Pas seulement du favoritisme. Pas seulement un conflit familial. C'était un crime. Une falsification de documents. Toutes ces années, tous ces sacrifices. Je n'aidais pas. J'étais en train de faire disparaître les preuves de son crime. Et ce « AA » dans le message prit soudain un nouveau sens écœurant. Ils ne m'avaient pas chassé parce qu'ils étaient ingrats. Ils m'avaient chassé parce qu'ils pensaient que tout était terminé. Le terrain vendu. Et moi, le principal témoin de leur crime, je n'étais plus nécessaire. Je ne dis rien. Je restais simplement assise, le téléphone contre l'oreille, tandis que le dernier fragment de ma vieille vie se réduisait en cendres. La plainte pour fraude et enrichissement injustifié frappa leur porte comme une bombe. Et les éclats touchèrent tout le monde. Le lundi suivant, Amélie m'appela.
Tu ne vas pas y croire, dit-elle. J'entendais un sourire dans sa voix. Ce promoteur, Henri, le futur beau-père de Charlotte, a entendu parler de notre plainte. Et apparemment, il n'aime pas l'idée que son fils épouse une famille sur le point d'être publiquement accusée de falsification et de fraude. Je serrai ma tasse de café. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il menace de se retirer de la vente du terrain, répondit Amélie. Et, d'après mes informations, des fiançailles aussi. Il ne veut pas que le nom de sa famille soit associé à une enquête pénale. Alors la transaction pour laquelle il m'avait trahi. La transaction pour laquelle ils avaient commis un crime. Mon procès était sur le point de la réduire en cendres. La panique a dû être immédiate. Les appels ont repris. Mais cette fois, ils n'étaient plus furieux. Ils étaient désespérés. Mon père. Ma sœur. Je les ai tous ignorés. Puis, mardi soir, quelqu'un frappa à la porte de mon appartement. Un coup faible. Désespéré. Je regardai par le Judas. C'était ma mère, Émilie. Elle n'était plus la femme fière et impeccable qui écrivait sur Facebook à propos d'enfants ingrats. La femme dans mon couloir semblait brisée. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux rouges et gonflés. Même ses vêtements chers étaient froissés. La façade était tombée. J'ouvris la porte. « Olivia, s'il te plaît, dit-elle d'une voix tremblante. Elle tenta de me saisir la main. Je reculai. « S'il te plaît, tu dois arrêter tout ça, sanglota-t-elle. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Henri va annuler la vente. Il va annuler le mariage de Charlotte. » Je la regardais simplement, le visage calme. Sans rien dire. « Il nous donne 24 heures pour que cette plainte disparaisse, continua-t-elle. Les larmes coulaient sur ses joues. Charlotte est hystérique. Tout son avenir. Olivia, sa vie, tu l'as détruit. C'est ta sœur. Je me souvins de son message. C'est très embarrassant pour moi. Je me souvins du message de ma mère. Ah, ce n'est pas une question d'argent, maman, dis-je. Ma voix était froide. Tranchante comme de l'acier. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle me regarda, perdue. Alors quoi? Nous te paierons, supplia-t-elle. Nous trouverons une solution. Fais-le pour ta sœur. Cette phrase. La phrase qu'ils avaient utilisée toute ma vie. Fais-le pour Charlotte. Fais-le pour la famille. La famille qui m'avait vidé de mon sang. Puis rit en me jetant dehors. Très bien, dis-je doucement. Sa tête se releva brusquement. Dans ses yeux rouges apparut une lueur d'espoir désespéré. Vraiment? Oh Olivia, merci. Je l'ai déjà fait, répondis-je. Je reculai dans mon appartement, pris un document plié sur la table et le lui tendis. Elle le prit, confuse. Qu'est-ce que c'est? Un accord. Elle fronça les sourcils. Tu l'as signé? Non, dis-je calmement. C'est une copie de la plainte pour falsification de documents que j'ai déposée cet après-midi contre papa. Celle que j'ai envoyée au procureur du district et à monsieur Henri. Son visage devint blanc. Complètement blanc. Elle regardait le papier. Puis moi. Puis le papier. L'espoir dans ses yeux mourut. Remplacé par une terreur nouvelle. Au revoir maman, dis-je. Et je refermai la porte. La plainte pour falsification n'était pas un bluff. C'était la fin de la partie. Face aux preuves irréfutables du crime, l'assurance et l'orgueil de mon père disparurent. Le promoteur Henri se retira immédiatement de l'achat du terrain. Amélie me dit que les fiançailles avec Charlotte furent rompues presque aussi vite. Une chose est l'embarras. Une autre est épouser une famille menacée d'accusations criminelles. L'affaire judiciaire fut, comme le dit Amélie, une raclée totale. Nous ne sommes même jamais entrés dans une salle d'audience. Les avocats de mes parents ont vu les preuves de falsification. Et ont immédiatement demandé un accord à l'amiable. Les conditions étaient simples. Et brutales. Ils n'avaient plus aucun atout. Ils furent contraints de vendre immédiatement le terrain du garage aux enchères publiques pour rembourser leurs dettes. Quand tout fut terminé, une fois les banques et les créanciers payés, le reste de la somme fut réparti. Mon père, Jacques, fut également condamné à 3 ans de sursis pour fraude. Moi, j'étais assise devant mon ordinateur portable. Le même ordinateur depuis lequel j'avais cliqué sur annuler. Je regardais mon compte bancaire. Puis le virement arriva. 350 000 €. Je rouvris mon ancien tableur. Celui que j'avais tenu pendant des années avec une précision obsessionnelle. Je regardais la ligne. 170 000 €. Les crédits. Les ponts élévateurs. Les salaires. Des années de ma vie. Réduite à un seul chiffre. Je restai longtemps à la regarder.
Ce n'était pas seulement un tableau. C'était le registre de ma douleur. Le prix que j'avais payé pour l'approbation de ma famille. Une approbation qui, en réalité, n'avait jamais existé. Je sélectionnai le fichier. Et j'appuyai sur supprimer. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, je dormis. Et je ne rêvais ni d'huile moteur. Ni de factures impayées. Je dormis sans le poids de la responsabilité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que la vengeance, je l'ai compris, ne réside pas dans la destruction. Ni dans l'argent que l'on récupère. Elle se trouve dans ce que l'on construit avec cet argent. Il existe deux formes de justice dans ce monde. La justice de la tempête, qui détruit tout pour régler les comptes. Et la justice du semeur, qui plante une nouvelle graine. Moi, j'ai choisi d'être le semeur. 6 mois ont passé. J'ai utilisé chaque euro pour acheter un vieux garage délabré de l'autre côté de Clermont. Je l'ai nettoyé. Repeint. Et j'y ai installé le meilleur équipement neuf que je pouvais trouver. Aujourd'hui, mon nouveau garage MTech Auto est ouvert. Il est propre. Lumineux. Et surtout, il est à moi. Nous avons déjà des réservations 3 semaines à l'avance. Ce matin même, je travaillais sous une Mustang classique quand ma nouvelle apprentie, une jeune femme fraîchement sortie de l'école, me regarda avec un mélange familier d'excitation et de peur. « Olivia, demanda-t-elle. Vous êtes sûre que je suis prête pour ça ?» Je la regardai. Et je vis en elle la version plus jeune de moi-même. Je m'essuyai les mains pleines d'huile. Puis je pris une clé dynamométrique propre et la déposai fermement dans sa paume. « Tu es prête, dis-je. Viens. Je vais te montrer comment faire. » Enfin. Je suis libre. Je ne suis plus seulement une mécanicienne. Je ne suis plus seulement une fille. Je suis une créatrice. Et ceci, c'est mon héritage. I tired. How you doing? I slept in. I went to bed at like 1. I slept until 11 and I'm still like, nap sounds pretty good right now. Like, for real though? A little bit, possibly. But it's cool. It's cool. Happy Thursday, everybody. Happy Thursday, everybody. How you doing? Let me scroll back and let me make sure I get a chance to say hi. Loki, you were here so fast, the bots didn't even get a chance to say hello. Welcome in. Jojo, thank you for pinning the stack up message. Hello. Hi, Ren. Hi, Ash. Hi, Starry Eyes. Hi, Jessica. And Mo and Jessica and Paz and Loki. Hi, Mo. And Tori. Thank you for lurking. Oh, thank you for the check-ins. Chrissy and Ren. Okay, water. I've got water. I've been drinking a lot of water lately, okay? And sometimes I feel a little bit like I have not had a chance to get off the toilet because I keep peeing so much. But it's fine. It's fine. I drink the water. Thank you for the check-ins, and I'll see how the crown fits over. I just really wanted a beanie today. I really wanted to wear a beanie today, and since I had seen my buddy Spooky Time Pizza wearing the ghost bait, I was like, I had that one on my mind. I had that one on my mind because that's some of my favorite Crash merch. And I wear the crown. Coffee, thank you for lurking. Hello, hello. There are a lot of sounds going on. Gotta lurk for a little BRB. Thanks for lurking, Jessica. Appreciate you. Mo, hi. Thank you for the 5-stream streak. You're so sweet. Let me turn on captions really quick. The downside to these captions is not that they do weird words if they can't tell exactly what I'm saying, or they're not sure how to translate like somebody's name or something. It's that I can't control the size or the location of the caption box. That bothers me. That bothers me. I wish that one wasn't so bad. Here, let me see. I don't think this is working right. Let me do this. I got closed captions back on now. We're just gonna, whoops. This feels good enough. It's good enough. I got the crown on. Let me get my timer set. Let me get my timer set for my crown. Timer set. New season of Euphoria. Oh, that's that HBO show, right? I haven't had HBO since True Blood was new, and it was on season 2. So
A new Mario movie? Are you sure it's actually a new Mario movie? Or is it just an April Fool? And yeah, K-Pop Demon Hunters collab, that's been out for like a week or so, I think. Ash, thank you for gifting us up for Ren. You're so sweet. You're so sweet. And I don't know what Smoothie King is either. I streak. Pause! Oh my gosh, pause. It was a 10 stream streak. Thank you, thank you. I got you pay forward from JoJo the other. That's so sweet of you, Ash. Thank you, thank you. I'm so glad I had caffeine today. Otherwise, I would not be awake. I feel that. Hi, pause. Happy Thursday. JoJo, thank you for the 25 stream streak. Maybe the beanie is the crown. It's a crown. It's a crown. Yeah. We love Crash around here anyway because she's one of my besties. So, of course, I got to rep her merch. I got to start showing off everybody's merchandise. I got to start showing off everybody's merchandise because I don't have any anymore, really. So I gotta fix that too. But it's fine. It's fine. Hi, Anime. How are you? I like seeing friends so much today. Ghostbait. Yeah, that's true. The collab. Collab? What? And Ren, you're the one who feeds the dog. What do you mean? What is this dog eating? You should know. You're the one who feeds her. I also have rehearsal tonight, which is not a new Mario movie. That's just so weird. Like, how much more can you do in a movie? Like, I mean, I guess. Why is the rehearsal not exciting you, Ash? Is it because you're sleepies? What collab are you talking about? I didn't see anything about a collab. I have not seen that word until just now. I'm confusion. I see something about hair growth. I don't know. I have Turbo, so I don't ever see ads. I don't ever see ads. But then at the same time, I like actually subbing to my friends' channels. Even if I don't ever use their emotes, I still like, what? This is wrapped up. Here we go. That's fine. Hi, Geekin. How are you? No. What? No. What? No. What? Why is it no? Oh. Yeah, no. Oh, the special menus at McDonald's. Yeah. No, I've known about that for a long time. Yeah. It's been advertised since the beginning, since like last weekend. So I've seen a whole lot about it. I've seen several friends actually get it. It's been out for a few days. Like, yeah, I've never really called like the food things like a collab. Like, I was just, hi, Abby. Hi, love. How are you doing? Who'd you read out to? Oh, okay. Thank you for shouting out, Evie. Hi, Dwy. Hi, Dwy. I love your faces so much. You like subbing to your friends, actually. Yes, I do. I have Turbo, so arguably they get my ad revenue, even if I don't subscribe to the channel. But I still do it anyway, because, it support small businesses and keep getting that content coming out. That's what that was. That's what it is. But yeah, the Saja Boys has a breakfast, and the Huntrix girls have the cursed spicy purple sauce. People have been making jokes about what it looks like in relation to Grimace in a kind of way. So it's funny. Oh, it's an hour and a half drive. Yep. That would suck. I'll be lurking today. Thank you for lurking, Geek, and I appreciate it. I hope you're able to get that work done. I appreciate you. And Evie's one of the people that's gotten the meal too. So, thank you for shouting, everybody. Hi, Beastie. Thanks for the check-in. I appreciate you. And Evie's a sassy Latina just in general. I mean, not specifically a PNG tuber, although she is a PNG tuber on stream. How are you, love? I'm doing well. How are you guys doing? Okay, that looks like a puppy mill thing. And also kind of gross. Maybe some things don't need to be said in chat. Maybe that's like Bee's chat, where they're always talking about shit in Fortin. You need the other Huntrix meal? Yeah, I'm very curious. I'm very curious to know what that one is like. Hi, Pasta. Did you change your name color? I could have sworn it was pink before. Now it's purple. But it's a good color. Good color.
You did? Excellent. Please keep me company while I pack. Is it like a fun packing, or is it like I'm moving and I hate it packing? Friday's treat is a Huntrix meal. Hello, let's go. Hi, you look fabulous. Thank you, Badger. How are you doing? It's good to see you. And meh, it's moving and I hate it. Okay. I have done the move packing at least 37 times. I think maybe 38. I lost track. But about that. Yeah. I feel it. Moving back to my parents' house, so I will have no rent. It should be worth it. I will keep my fingers crossed that works out. I will keep fingers crossed that works out, because I know that if anything happened and I actually had to move back in with my parents, my mom and I would kill each other. But I'm pretty sure I'd win. I give fewer fucks for someone who doesn't give any about me. So, of course, I waited till last minute. Yeah. Best of luck. Sometimes that stuff can go really, really well, and sometimes it can't. So I hope that the whole process is like as boring as possible. Because when it's boring, it means nothing bad happens. I am not famous, Twy. What the heck? Girl, my last move was, yeah, no, trust me, I feel. I still have boxes from cleaning out my storage unit after moving into this house. You're famous too. See, Twy, you know what? You are not allowed to shun us saying that about you and then try to say it about us. Like, you can't. We said that and you were like, no, I don't know what you're talking about. That's not happening. You're going to make me cry. I cannot do it. And then you're like, everybody stop it. We're not doing that. And then now you're going to try to do that to me and think that you're going to get a different response, ma'am? Hello? Never fully unpacked when we moved here. A year and a half ago. Yes, exactly. If I ever had to move back in with my mother, yeah. Like, even visiting her is challenging. I stay in contact